Donc, bonsoir à toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler de l'indicateur MACD. On va essayer de déterminer dans quel cas et suivant quelle configuration il faudrait l'utiliser et dans quel cas et suivant quelle configuration il faut éviter de l'utiliser systématiquement en particulier. Donc, qu'est-ce que la MACD déjà? La MACD est constituée de deux moyennes mobiles exponentielles, en général la 12 et la 26, ce sont les valeurs originelles. Donc, que je vous ai mis ici sur le graphe avec la 26 en rose et la 12 en bleu. Donc, la MACD, c'est tout simplement la différence entre ces deux moyennes mobiles. Différence qui peut être positive si la rapide est au-dessus de la lente, comme ici. Vous voyez, on est au-dessus de 0 là, ou bien qui peut être négatif si la lente est en dessous de la rapide est en dessous de la lente, pardon. Donc là, vous voyez, l'indicateur MACD diminue, il indique une différence négative qui va en augmentant. Et là, par contre, on commence à se rapprocher. Bon, alors, il est également utilisé de temps en temps la moyenne mobile 9 de la MACD comme étant une ligne de signal. Je vous l'ai mise ici en rose. Donc, la moyenne, le MACD, c'est ce qui est en bleu et la moyenne mobile, c'est ce qui est en rose. Alors, on utilise, enfin, certains utilisent plutôt des croisements entre la MACD et la moyenne mobile. Alors, on va voir si c'est pertinent ou pas. Si on regarde un petit peu ici, par exemple, là, on a l'impression que là, on prend toute la montée et là, on prend une grande partie de la descente. En fait, en réalité, vous voyez, le croisement a lieu ici, c'est-à-dire sur cette bougie, à la fin de cette bougie ici. Donc, on ne prend pas du tout la totalité de la descente, on en prend juste la dernière petite partie, et encore à condition de sortir avant que la MACD recroise sa moyenne mobile, puisque là, le croisement a lieu ici, c'est-à-dire à la fin de cette bougie. Donc, vous voyez, on est rentré là, si on utilise le croisement, on est rentré là, on est sorti là si on utilise le croisement, ou plus exactement, on est rentré long, et on voit que ici, malgré une apparence d'efficacité, la MACD nous fait perdre de l'argent et ne nous en fait pas gagner sur cette configuration ici particulière. Donc, j'ai examiné sur plusieurs unités de temps, sur le DAX, la pertinence des croisements de MACD à la hausse et à la baisse. Donc, vous voyez ici, vous avez le DAX, c'était fait sur le mini DAX, sur 2 ans à peu près. Et vous avez ici la courbe de gain avec un départ à 0 et ensuite ce qu'on gagne, ou plutôt ici ce que l'on perd. Là, nous sommes sur le 5 minutes et donc vous voyez que utiliser les croisements de MACD avec sa moyenne mobile sur le 5 minutes ne peut que vous créer des ennuis. Maintenant, on regarde par contre sur le 15 minutes et là, on a quelque chose d'un petit peu plus sympathique, je dirais, au niveau de la courbe de gain. Donc, vous voyez, ici, donc, on gagne de l'argent. On a une période où on en perd ici. On a une autre période où on en perd, utilisant les croisements de la MACD avec sa moyenne mobile. Et globalement, on gagne un petit peu. Mais en pratique, ça ne vaut absolument pas le coup, puisque vous voyez, le trend moyen est de 1,43 €, sachant que le point vaut 5 € sur le midi DAX. Donc, on est en dessous de la valeur du point. On est à 1/5 du point. Donc, évidemment, ce n'est pas utilisable systématiquement. Néanmoins, il y a certains moments où ça peut être intéressant de l'utiliser, mais pas de façon fiable tout le temps. Donc, on examine maintenant le 30 minutes. Le 30 minutes, c'est un petit peu la même chose. De temps en temps, ça fonctionne, de temps en temps, ça ne fonctionne pas. Mais globalement, franchement, ça ne vaut pas le coup, quoi, de l'utiliser. C'est assez dangereux d'utiliser les croisements. Là, on est sur le 60 minutes cette fois, et on voit que globalement, quand le marché stagne ou monte très légèrement, on reste avec un gain à peu près constant, c'est-à-dire qu'on gagne autant qu'on perd grossièrement. Quand le marché descend, par contre, eh bien là, on perd considérablement, et quand le marché monte, on arrive à gagner aussi pas mal. Mais globalement, c'est assez difficile. C'est-à-dire que là,
on a intérêt à utiliser les croisements haussiers, visiblement, et quand le marché est en phase haussière. Maintenant, à nous de déterminer avec d'autres indicateurs ou à l'œil simplement, quand le marché est en phase haussière, on n'est jamais sûr que ça continue. Donc, c'est encore très difficile à utiliser avec toujours un gain moyen de 1,30 €. Donc, si on l'utilise systématiquement, on n'arrivera pas à en tirer grand-chose. J'ai regardé également le journalier, donc pour les croisements de MACD et sa moyenne mobile. Vous voyez qu'il y a des périodes effectivement où ça gagne un petit peu. Voilà, ici également. Mais si vous regardez, et nous sommes ici en journalier, n'est-ce pas? Donc, si vous regardez le gain moyen sur perte moyenne, il est de 1,53 et le trade moyen ici, donc par contre, est relativement intéressant, 140 €. Mais il faut voir qu'on a des drawdowns assez considérables, en particulier sur les périodes de range, comme ici, où là, on perd vraiment de l'argent. Ici aussi, là, on a une période de range et là, on a des drawdowns assez fabuleux. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Vous voyez qu'on a commencé par perdre 10 000 € dans la première partie. Ensuite, on en a gagné. Finalement, on sort à 14 000 €. Sachant qu'il n'y a ni les frais ni le spread là-dedans, ça va être assez difficile d'utiliser le croisement de MACD avec sa moyenne mobile sur le journalier. Maintenant, il existe un autre MACD qui s'appelle le MACD-V chez WHS, donc, il est basé, lui, sur toujours la MACD, mais en incluant la notion d'average true range, c'est-à-dire la notion de volatilité. Donc, on regarde effectivement toujours la différence entre la 12, la moyenne mobile 12 et la moyenne mobile 26 périodes, mais on pondère par un ATR, ce qui nous permet d'avoir des signaux relativement intéressants. Comment ça fonctionne en fait? Vous voyez ici la MACD, avec sa moyenne, toujours pareil, mais cette fois c'est le MACD-V, et quand et deux lignes, une ligne à moins 150 ici et une ligne à plus 150 ici. Le principe est, on ne prend le croisement de MACD que lorsque on est en dessous de 150 pour un achat ou bien au-dessus de 150 pour une vente. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, sur du 5 minutes, on voit que c'est très difficile de gagner de l'argent avec ce type de trading. Globalement, il y a des bons signaux, il y a des mauvais signaux, mais on n'arrive pas à en gagner sur le 5 minutes. Ce n'est pas forcément étonnant dans la mesure où c'est une petite unité de temps. Donc, sur les 15 minutes, par contre, on voit que c'est exactement la même chose. En utilisant de cette façon le MACD-V, on n'arrive pas à gagner de l'argent régulièrement. Sur le 30 minutes, c'est un petit peu plus sympathique. Mais si l'on regarde bien, c'est dû à ici, un trade, 2 trades, 3 trades qui sont gagnants. Mais si on examine le reste, il y a autant de gagnants que de perdants. Donc, ça va être aussi très difficile, même sur le 30 minutes. Donc, jette un coup d'œil sur le 60 minutes, no comment. Et on jette un coup d'œil sur le journalier. Alors là, on a l'impression que c'est pas mal, effectivement. Mais finalement, on a 45% de trades gagnants et on a un trade moyen qui est très important. Mais ça, c'est dû au fait qu'on reste 8 bougies en permanence sur le marché. Donc, dans les 8 bougies, dans les 8 jours qui suivent, en l'occurrence, on peut arriver à avoir des gains très importants. On peut aussi arriver à avoir des pertes relativement importantes également. Il n'y a pas assez de trades pour qu'on puisse en tirer une conclusion définitive. Maintenant, il y a un autre MACD, le MACD histogramme. Alors, qu'est-ce que le MACD histogramme? On montre la moyenne, la différence, vous voyez, sous forme d'histogramme et non plus sous forme de MACD avec une courbe comme ça. Donc ça signifie ici que la MACD est en dessous de sa moyenne mobile, et ça signifie que la MACD est au-dessus de sa moyenne mobile. On voit que ça peut être assez intéressant ici. L'intérêt, c'est le retournement, prendre au retournement ou sortir éventuellement au retournement du MACD histogramme. Donc, j'ai examiné ça toujours sur le même historique et on arrive à cette courbe de gain sur le 5 minutes. Encore une fois, bon, là, ça ne présente visiblement aucun intérêt à utiliser en systématique sur le 5 minutes.
Par contre, vous voyez, sur le 15 minutes, on a une courbe de gain, cette fois, qui est relativement stable sur la période, avec un trade moyen qui est, hélas, relativement faible, c'est-à-dire de l'ordre de 10 euros, c'est-à-dire 2 points. En comptant le spread, en comptant les frais, on n'arriverait pas à gagner de l'argent tel quel. Il faut améliorer le système, il faut voir si on peut, en y adjoignant des indicateurs, des filtres, des choses comme ça, si on peut arriver à en tirer quelque chose. Alors voilà ce que j'ai obtenu. Alors, il n'y a pas tellement de différence par rapport au graphe que vous avez vu antérieurement. Ici, simplement, je vais rajouter un stop fixe à 4 ATR. Le time stop est toujours à 8, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, on sort au bout de 8 bougies. Et j'ai rajouté un filtre horaire, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas entre 0h et 9h30. Par contre, éventuellement, on continue à travailler après 17h30, 18h jusqu'à 22h, voire plus, si affinité. Donc voilà la courbe de gain, et là, ça commence effectivement à présenter un intérêt. Si on regarde un petit peu le trade moyen, on est passé donc sur un trade moyen à 28 euros. 28 euros, ça nous fait 5 points. Bon, c'est pas la fortune, hein. Ça veut dire qu'on va avoir peut-être 3 points en moyenne si on le fait en réel à peu près. Donc c'est mieux. Simplement avec ces petits ajouts, c'est mieux, mais c'est pas encore au point. Si vous voulez utiliser donc le retournement de MACD histogramme sur le 15 minutes, il faut que vous trouviez éventuellement des filtres. Vous avez de quoi faire, puisque là, vous voyez, j'ai 546 trades. Donc, tel quel, ce n'est pas utilisable encore, mais en utilisant des filtres, peut-être des filtres horaires, mais je pense pas, parce que là, j'ai fait à peu près le tour. Des filtres peut-être de tendance, des filtres de moyenne mobile, des choses comme ça, le Mogalef Trend Filter éventuellement, on peut peut-être arriver à en tirer quelque chose. Donc c'est quelque chose qui est évidemment à travailler, hein. Je vais regarder donc sur le 30 minutes, effectivement là globalement on a des périodes gagnantes, mais vous voyez qu'on a période gagnante, période perdante, etc. Donc très difficile encore d'en tirer quelque chose avec un moyen de 1,07, 1,07 €, bon c'est ridicule. Avec les frais et le spread, on est déjà largement dans le négatif, donc difficile à travailler, même en y adjoignant des filtres ou autre chose. Le retournement toujours de MACD histogramme sur le 60 minutes. Voilà la courbe de gain. Donc là, on a une période où on gagne de l'argent et puis là, on en perd beaucoup, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est pas rattrapable, c'est pas utilisable apparemment sur le 60 minutes. Le retournement en journalier, cette fois, bon, on a des périodes relativement intéressantes, mais il nous arrive d'avoir des périodes de gain, de perte, pardon, assez considérables ou des périodes de stagnation derrière. Ici, c'est pareil, on n'a que 49 trades, donc ce n'est pas quelque chose de vraiment significatif, mais globalement, sur notre échantillon, on voit déjà qu'il est difficile d'arriver à gagner de l'argent régulièrement avec le retournement de MACD histogramme en journalier. Et maintenant, on attaque une autre partie qui est totalement différente, mais on attaque la MACD. La MACD, pourquoi? Parce que c'est MACD, ça veut dire Moving Average Convergence Divergence, c'est-à-dire convergence et divergence de moyenne mobile, c'est-à-dire une convergence, une divergence, une moyenne mobile. MACD est féminin. Divergence. Alors, qu'est-ce qu'une divergence? Une divergence baissière, c'est quand les cours, ici, atteignent un haut plus haut que le précédent, mais que l'indicateur MACD, lui, fait un haut plus bas que le précédent. Il y a une divergence de comportement entre les deux, voilà, entre l'indicateur et les cours sur les sommets. Et là, on appelle ça une divergence baissière, c'est-à-dire c'est un signal ou bien de fin de mouvement ou bien d'inversion de mouvement. Ici, c'est une inversion assez considérable. Là, c'est pareil, mais c'est dans l'autre sens. Ça, c'était une divergence baissière. Voilà maintenant la divergence haussière, c'est-à-dire que le bas des cours ici est plus bas que le bas précédent. Mais par contre, sur l'indicateur, vous voyez que le bas est plus haut que le précédent. Donc, on va dans ce sens sur les cours et dans l'autre sens sur l'indicateur, sur les sommets et les bas d'indicateur. Donc ça, on appelle ça une divergence haussière.
Alors ça peut, ici je vous ai pris l'exemple de la divergence baissière, ça peut intervenir dans plusieurs cas vis-à-vis des cours. Là, vous avez les cours en noir, la moyenne mobile lente en rouge, la moyenne mobile rapide en vert. Vous voyez que quand les cours montent comme ça, après avoir probablement stagné, on a un écartement progressif de plus en plus grand entre la moyenne mobile courte et la moyenne mobile longue. L'écart, je vous l'ai signifié ici. Il se peut qu'il y ait une brusque augmentation, une brusque montée et immédiatement contrée. Dans ce cas, la moyenne mobile longue, elle reste à peu près au même niveau et la moyenne mobile courte, qui, comme toute moyenne mobile, a du retard sur les cours, essaye de monter, mais n'a pas le temps de monter. Déjà, elle a à peine monté qu'il faut déjà redescendre. Et vous voyez, l'écart entre les deux moyennes mobiles est plus petit que là. Ça veut dire que nous aurons une divergence de MACD avec un écart plus grand pour ce sommet que pour ce sommet. On peut avoir aussi l'arrivée sur une résistance, c'est-à-dire que, même système, les cours montent, ensuite ils stagnent un petit peu, ils repartent et ils tapent sur une résistance en faisant un haut légèrement plus haut que le précédent. Là, pareil, le comportement des moyennes mobiles fait que la rapide est plus réactive que la lente, et on voit que l'écart correspondant à ce sommet sur les deux moyennes mobiles est relativement fort, alors que, étant donné qu'on est presque au même niveau sur la résistance ici, eh bien, l'écart des moyennes mobiles sera beaucoup plus faible. Donc, on aura ici une divergence de MACD, divergence baissière. Il peut également se présenter une correction qui dure, c'est-à-dire que là, on a une montée effectivement des cours, on arrive sur un sommet, l'écartement maximum de MACD est ici. Vous voyez qu'il est légèrement décalé par rapport au cours, et c'est normal parce que les moyennes mobiles sont en retard, il ne faut pas l'oublier. Donc là, la moyenne mobile longue a le temps de se retourner tranquillement, la moyenne mobile courte va un petit peu plus vite, puis tout d'un coup, on refait un sommet plus haut que le précédent avant de redescendre. Et là, vous voyez que l'écart entre les moyennes mobiles sera plus faible qu'ici. Donc, sur ce qui correspond à ce sommet, vous aurez une divergence de MACD entre ces deux sommets. Notez que si jamais les cours étaient descendus ici, on aurait eu notre divergence de MACD, mais s'ils étaient remontés en flèche derrière, on aurait toujours eu notre divergence de MACD. C'est-à-dire que il est fort possible que ça ne signifie pas une baisse des cours, mais peut-être une stagnation, et il peut y avoir éventuellement une hausse derrière. Ça n'empêchera pas qu'il y ait eu une divergence de MACD qui, là, ne serait pas suivie d'une baisse. Donc, on regarde au niveau des divergences que ça peut donner, en utilisant donc les divergences de MACD. Je vous signale au passage que vous avez dans la NanoTrader le signal MACD divergence que j'ai donné à WHS, donc que vous pouvez utiliser, qui est totalement gratuit. On voit ici que globalement, sur le 5 minutes, eh bien, on n'arrive pas à avoir quelque chose de franchement gagnant. Donc, on va directement aller sur les unités de temps supérieures. On voit que sur les 15 minutes, c'est un petit peu mieux orienté, mais pas forcément facile non plus. Si on regarde le trade moyen, c'est pareil, on est à 18 euros de trade moyen, c'est-à-dire 3 points. En gros, 3 points, ça va être mangé par le spread, on va trader pour rien quasiment. Par contre, si on retravaille ce 15 minutes, c'est-à-dire que je fais exactement la même chose que l'autre fois, un petit peu avec une sélection d'horaires un petit peu plus drastique, c'est-à-dire que je n'autorise la prise de position sur divergence MACD que de 9h30 à 19h. Et par contre, vous voyez, je réintroduis le stop fixe à 4 ATR qui me permet, en cas d'écroulement complet du marché, d'arriver quand même à ne pas perdre trop. Et là, on obtient une courbe de gain qui est quand même beaucoup plus sympathique. Donc, vous voyez, si on opère donc sur cette tranche horaire exclusivement, et si on utilise un stop fixe à 4 ATR, 4 fois la volatilité ATR, hein, eh bien, on obtient quelque chose d'intéressant. On regarde un petit peu le trade moyen. Le trade moyen, à ce moment-là, est à 41 euros. Donc, 41 euros, ça vous fait donc 8 points, même si vous avez 2-3 points de spread et de commission. Bon, on restera quand même sur quelque chose d'intéressant avec une moyenne de 5-6 points par trade. Donc, ça, c'est quelque chose à travailler.
Alors, je ne l'ai pas travaillé excessivement, hein, vous voyez, j'ai juste, en fait, mis un filtre horaire et un stop de sécurité à 4 ATR. Donc, voilà, à partir de ça, c'est-à-dire si vous mettez sur vos graphes les divergences de MACD plus une sélection sur les horaires, plus ce que vous avez envie, vous, de mettre, eh bien, vous pourrez peut-être arriver à tirer quelque chose sur le 15 minutes avec les divergences de MACD. Et par contre, là où c'est extrêmement décevant, c'est sur le 30 minutes. Sur le 30 minutes, vous voyez, la courbe de gain est totalement hachée, absolument pas régulière, donc on n'obtient rien du tout. C'est a priori pas utilisable. Alors peut-être qu'en filtrant, peut-être qu'en ajoutant quelques indicateurs annexes, vous pourriez arriver à avoir quelque chose de notable, mais là, vous partez de bas. Plus on part de bas, plus c'est difficile d'avoir un système gagnant, des prises de position gagnantes. Sur le 60 minutes, hélas, la même chose sur les divergences, donc relativement neutre, très difficile a priori d'utiliser les divergences sur le 60 minutes. Maintenant, il y en a quelques-unes d'intéressantes. Si on trouve le moyen de filtrer, par exemple d'éviter cette période-là, qui est une période légèrement baissière, qui nous coûte pas mal, et d'un autre côté, la période haussière nous coûte aussi de l'argent. Donc, c'est très difficile d'arriver à faire un filtrage là-dessus. On regarde sur le journalier, et sur le journalier, on obtient la même chose sur l'échantillon. Alors, il y a très peu de trades, mais on voit que même que sur 2 ans, il y a très peu de trades. Donc, ce sera pas très intéressant et a priori inutilisable. Mais bon, peut-être voir sur une durée un peu supérieure, mais je n'y crois pas excessivement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les divergences n'impliquent pas un retournement aussi. Il peut s'agir d'une arrivée en range. Là, vous avez 3 divergences, en fait. Vous voyez que la dernière divergence, celle qu'on voit le mieux ici, qui est figurée sur l'indicateur, je rappelle que vous avez sur la NanoTrader, eh bien, on obtient non pas un retournement de marché, mais on part en range. C'est normal, c'est la nuit. Donc, c'est difficile de donner une interprétation à ce niveau-là. Et les divergences, quand elles sont en range, je vais revenir quand même sur la diapo précédente, parce que je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas. Alors, oui, vous voyez ici, vous avez une divergence haussière. Divergence haussière, en vert, ce sont les divergences haussières. Hein. Et vous voyez qu'à chaque fois, la divergence est contrée. Divergence haussière, contrée. Divergence haussière, range. Je crois qu'on voit ça un peu plus tard. Donc, les divergences, quand il y a un range, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, on ne peut pas utiliser la MACD, les divergences de MACD, et même la MACD, quand les signaux de MACD adaptés, je dirais, on ne peut pas les utiliser quand le marché est en range. Quand le marché est en range, la MACD ne veut plus rien dire. Il faut bien comprendre ça. Tous les signaux qu'elle va vous donner seront des signaux inutiles. Ils ne seront pas suivis sur les cours de quelque chose de profitable. Pour vous, un mouvement profitable. Alors ici, vous voyez, par exemple, on a une divergence baissière de MACD. Là, on n'est pas vraiment en range. Hein. Ça s'agite un petit peu. On a fait un haut ici. On en fait un haut supérieur ici. Et donc, la divergence de MACD peut avoir une signification d'inversion, ce qui est le cas. Vous voyez. Par contre, là, on part en range. On part en range et vous avez sur le coup de 8h45 une première divergence baissière ici et une divergence haussière ici. Mais on est en range, donc ça ne veut absolument rien dire. Vous ne pouvez pas, ça ne rime à rien de comparer des sommets qui donnent avec un MACD qui est très proche en fait de zéro, ce qui signifie que vous êtes en range. Donc, à éviter, ce qu'on peut faire donc pour utiliser la MACD, c'est déjà visuellement ou automatiquement si vous avez moyen de le faire, mais c'est déjà visuellement arriver à bien comprendre que la MACD ne donne pas de bons signaux en range. C'est-à-dire qu'il faut ignorer les signaux MACD tant que l'on est en range. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. Donc là, je vous avais mis les divergences. Vous voyez, les 2 premières divergences ont lieu en fait sur un range. Qu'est-ce qu'on examine ici? On examine le creux qui est là par rapport au creux qui est là. Et c'est un range. On est resté dans une toute petite partie comme ça. Donc ça ne veut rien dire.
ça n'implique pas un retournement haussier, cette divergence haussière. Là, c'est pareil. C'est sur un range qu'on examine les bas ici. Un range, c'est petit et c'est normal que l'on ait des divergences. Parce que petit à petit, les moyennes mobiles et les moyennes lentes sur un range vont arriver à se rapprocher. Et donc, on va créer des divergences si on est en range. Des divergences qui ne voudront absolument rien dire, qui vont simplement dire que les moyennes mobiles se rapprochent tranquillement, ce qui est normal, puisque la moyenne mobile lente rattrapera en fait la moyenne mobile rapide. Ici, on a une petite différence quand même entre les deux. Le creux qui est visé ici et ne fait pas vraiment partie d'un range. On voit que ça ne débouche pas sur un retournement, mais sur un range, ce qui est normal ici, je vous l'avais dit, c'est la nuit. Alors, aujourd'hui, j'ai été peut-être relativement vite, c'est pas tout à fait fini, hein, mais c'était peut-être relativement vite sur la MACD. Donc, on est sur une demi-heure à peine. Donc, ce que je vous proposerai ultérieurement, c'est de vous montrer ce que je fais actuellement pour éventuellement que vous imitiez ce genre de choses ou que vous vous inspiriez d'un style de trading que je suis en train de tester. Donc, pour revenir à la MACD, quelle que soit la manière d'utiliser la MACD, donc, il y a énormément de signaux qui ne sont pas, qui sont invalides, c'est-à-dire qui ne donnent pas ce qu'on peut en espérer, surtout quand ils sont dans un range. Alors, en automatique, utiliser la MACD est très difficile, sauf à réussir à programmer un range, parce qu'il va falloir éliminer tous les signaux qui sont des ranges sur l'unité de temps que vous travaillez. Donc, si vous arrivez à programmer que la nano puisse voir quand on est un range ou qu'on est en tendance, alors vous avez une petite chance en fait d'utiliser la MACD de façon correcte en automatique. Par contre, en discrétionnaire, c'est-à-dire pas en automatique, hein, le tri est beaucoup plus facile à faire parce que visuellement, on le voit sur les cours si on est en range ou pas. On le voit si les deux sommets se rapprochent à cause du range ou pas. Et là, vous pouvez donc très facilement éliminer les signaux qui ne sont pas utiles, qui vous donnent des indications, qui ne vous donnent pas d'indications. Parmi les différentes utilisations qu'on a vues, on a vu que la MACD histogramme et les divergences sont les seules façons d'utiliser la MACD qui peuvent vraiment nous conduire à une analyse intelligente, à une analyse intéressante plutôt du marché. Alors maintenant, il faut se poser une question pour la MACD. Quand vraiment peut-on s'en servir systématiquement? Alors pour ça, je vous ai mis un petit système de trading que vous pouvez reproduire, hein, en grande partie tout au moins sur votre plateforme. Donc je l'utilise non plus en signal d'entrée, mais en signal de sortie. En signal d'entrée, j'utilise le bullish breakout, c'est-à-dire la cassure haussière, qui est un indicateur aussi que j'ai fourni, qui est en standard sur la NanoTrader. Donc vous voyez, c'est un indicateur relativement simple. Entre deux sommets, ici entre celui-ci et celui-là, l'indicateur peut tirer ici une ligne en noir qui est prolongée en vert. Et dès que les cours clôturent au-dessus de l'indicateur, alors nous avons un signal d'achat. C'est donc un système qui travaille uniquement à l'achat. Donc, j'ai adjoint le stop intelligent relativement large, hein, c'est un stop de sécurité, et qui va petit à petit sécuriser votre entrée sans trop se rapprocher des cours pour ne pas être trop facilement touché et pour ne pas vous sortir trop facilement. Donc, un signal de cassure haussière pour rentrer, un stop relativement loin pour garantir le trade, et la sortie se fait sur divergence baissière MACD, ou s'il ne s'est rien passé au bout de 200 bougies. En général, il se passe tout le temps, il se passe quelque chose avant les 200 bougies. Vous voyez donc le système, ici cassure achat, ensuite on attend, on regarde simplement la MACD. Alors oui, j'ai introduit, et ça c'est un paramètre dans la divergence MACD, dans l'indicateur que vous avez, j'ai introduit le fait que si l'on a une divergence avec simplement une petite poussée baissière,
alors je ne considère pas que la divergence est valable. Je veux une divergence avec une grosse poussée baissière. L'on voit ici. Donc là, à ce moment-là, s'il y a une divergence avec une grosse poussée baissière, et non pas avec une petite, je n'en tiens pas compte, s'il y a une divergence avec une grosse poussée baissière, alors on sort de position. Sortie de position ici. Qu'est-ce que ça donne? Alors, on regarde maintenant sur le 5 minutes. Qu'est-ce que ça donne?